Le leitmotiv un peu de nos médias, c'est d'essayer d'aider les gens à mieux vivre localement à travers des informations qu'on peut donner. Donc c'est vraiment des petites mailles et c'est ça qu'on privilégie. Tout ça dans un ensemble, au sein d'une plateforme Actu, ça constitue un nouveau média avec des informations qui circulent, qui vont justement aller trouver de l'audience au-delà de leur territoire de création, d'origine. Donc ça donne une dimension nationale. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Francis Gonan, président du groupe Publihebdo. Francis, bonjour. C'est bien ça. Ouais. C'est bien Salut, ça. François. Je regardais en fait parce que tu es président du directoire, mais en fait c'est président. C'est ça. De Publihebdo. La fonction DG, quoi. Exactement. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis ravi de te recevoir. On se connaît depuis quelques années et donc ça me fait plaisir de parler aujourd'hui de Publihebdo. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Publihebdo, c'est un groupe de PHR, presse hebdomadaire régionale, une filiale de SIPA Ouest France, qui est notamment l'éditeur d'actu.fr, dont on parle de plus en plus, même si Publihebdo, les gens ne connaissent pas forcément, mais donc on va en parler aujourd'hui. On va aussi parler pas mal d'actu.fr. Est-ce que tu peux, dans la carte d'identité, nous faire une rapide histoire de ce groupe Publihebdo ? Oui, bien volontiers. Merci de m'accueillir, François. Peut-être qu'on peut juste rappeler ce qu'est la PHR. Donc la presse hebdomadaire régionale. La presse hebdomadaire régionale. On parle pas tant de ça. Il y a 220 titres en France dans cette famille. Ce sont des journaux de pays qui sont presse plutôt rurale. Presse rurale et urbaine, on peut dire, voilà, de proximité sur des petits bassins qui sont vraiment des zones de vie, des territoires. D'ailleurs, souvent, le nom de l'hebdomadaire porte le nom du pays. Voilà, le Trégor, le Pays Malouin, voilà. Donc, c'est vraiment très identitaire. Et donc, Publihebdo a été créé en 97 pour gérer en fait les hebdomadaires qui appartenaient au groupe SIPA Ouest France. L'histoire de Publihebdo, il y a plusieurs étapes. Peut-être les grandes étapes. Comment voilà, très très rapidement. Donc c'est un modèle de croissance externe avec voilà des opérations assez importantes où on a racheté des groupes d'hebdomadaires qui étaient déjà constitués. Donc ça, en Normandie notamment, il y avait eu voilà, en 2001 un ensemble qui s'appelle le groupe Méol, qui est repris par Publihebdo. Ensuite en 2007 tous les hebdos qui appartenaient au groupe R100 Média, voilà. Et puis après en 2014 un petit groupe qui s'appelle Presse Régionale, qui a des journaux dans le Nord, dans l'Est et dans le Sud-Ouest, principalement dans le Sud-Ouest. Voilà, on reprend ça. Donc toute cette phase-là, on peut dire, c'est un modèle d'achat de volume, de synergie, un modèle industriel assez classique, voilà. Et puis après, il y a une autre étape, je considère ça comme ça, moi, qui est le rachat, la reprise de notre régie publicitaire, et puis un pas dans la presse quotidienne, puisqu'on reprend aussi un quotidien départemental qui était déjà dans le giron du groupe SIPA Ouest France, mais on nous le confie, parce qu'en fait c'est un quotidien d'hyper proximité c'est presque un hebdo qui paraît tous les jours, la presse de la Manche. Donc voilà, on reprend ça en 2016. Et puis après 2016, donc on arrive sur la transformation numérique avec en 2017 la création d'actu.fr, mais sur la base de 76 Actu, qui était un des voilà, qui était un peu le pionnier. C'est ça, le groupe. C'est ça. Voilà, on va sans doute développer ça. Exactement, on va parler d'actu tout à l'heure, mais juste pour continuer la présentation, quelques chiffres. Ouais, bien sûr. Voilà, donc il y a combien de titres ? Voilà, donc aujourd'hui il y a 77 titres de presse hebdomadaire régionale. Donc à peu près un tiers, vous avez un peu plus d'un tiers de la presse hebdomadaire régionale. Un tiers du secteur. Un tiers du secteur. Voilà. Tu as 15 journaux gratuits, qui sont des gratuits d'information.
Donc plutôt là sur des villes. Tu as le quotidien, la Presse de la Manche, voilà. Et puis alors bon, tout ça, évidemment, ça fait beaucoup de papier. Donc on a 2 centres d'impression, un en Normandie et un en Bretagne. On imprime quasiment 1 million d'exemplaires toutes les semaines. Voilà. Il y a que des impressions Publi Hebdo, alors non, on a quelques clients extérieurs, mais voilà, on est dans une logique aussi très optimisée d'un point de vue industriel, c'est-à-dire que nos centres d'impression, ils démarrent le lundi, ils s'arrêtent le vendredi, ils fonctionnent 24 heures sur 24 et on enchaîne nos tirages, quoi. Ouais, j'imagine que ça doit être une belle logistique aussi, et tout en offset, hein. C'est ça, tout en roto. Sujet, en roto, le numérique, j'avais pas prévu de parler de ça, mais ça a du sens pour vous, parce qu'il y avait notamment votre confrère Sogé Média qui a je crois qu'il est un des seuls en France à avoir des imprimantes numériques, alors des lignes, je sais pas comment on dit exactement le terme technique, mais qui permet, voilà, sur des petits tirages d'être compétitif. Vous, ça a du sens? On a des machines qui sont bien adaptées, qui avaient été choisies dès le départ pour faire des petits tirages, parce qu'un hebdo, c'est aller entre 5 et 15 000 exemplaires. Ouais. Donc, il faut des machines qui soient agiles, qu'on peut c'est ça, c'est des petits volumes par rapport à redémarrer facilement, changer les plaques. Voilà. Donc, on est équipé de ce type de machines qui nous permet effectivement d'assurer notre production. Donc voilà, donc 2 rotatives. On a également notre régie publicitaire qui s'appelle Hebdo Communication. On a un service de monétisation aussi sur tout l'aspect publicité programmatique. Ouais. Et puis on a aussi une agence de presse reconnue par la CPPAP qui est basée à Paris et qui travaille pas mal pour nous, notamment pour nos contenus, quoi, et aussi pour des clients extérieurs. D'accord. Donc voilà, tout ça, c'est combien de personnes chez vous? Voilà, ouais, 840 personnes au global, avec la première population, et c'est plutôt heureux pour un groupe média, ce sont des journalistes. 430 journalistes, 91 millions d'euros de chiffre d'affaires. Rentable? Oui, rentable. Oui, bien sûr. C'est pas évident dans les médias. Hein. Après, c'est une gestion, on en parlera, de bon père de famille, mais donc rentable, toujours rentable. Oui, alors bon, Publi Hebdo, il y a une culture très entrepreneuriale. Hein, donc c'est une grande entreprise, mais c'est aussi une fédération de TPE. Donc c'est beaucoup de micro-gestion. Donc on est très attentif à la rentabilité. Quand tu dis que c'est une fédération de TPE, c'est-à-dire que chaque structure est restée, quand vous faites l'acquisition, c'est pas intégré dans Publi Hebdo, c'est des boîte dont vous prenez dans laquelle vous prenez une participation? Non, alors évidemment, on n'a pas gardé 77 sociétés. Okay. Non, on a fait de la simplification juridique. Donc aujourd'hui, il y a une grande société éditrice qui s'appelle Publi Hebdo. On en a gardé quelques-unes pour tout un tas de raisons, mais voilà. Non, mais en revanche, en termes économiques, le modèle économique d'un hebdomadaire, il est sur son périmètre. Ouais. Donc si on veut le gérer correctement, il faut faire de la micro-gestion, il faut avoir une organisation analytique qui permet effectivement de piloter tout ça. Donc c'est ce que l'on fait et c'est sans doute pour ça qu'on est rentable. Ouais, probablement. On l'a dit, donc un des derniers grands projets, c'était Actu.fr. Tu l'as dit, l'année de lancement, c'était 2017. C'était quoi un peu Pardon, on est sur la carte d'identité, hein, mais Actu.fr, je regardais sur la CPM, mois d'août 2023, plus de 100 millions de pages vues. De visites, ouais. De visites au mois d'août, ce qui vous met dans le 6e, hein, je crois. En tout cas, c'est assez impressionnant quand même. Je veux dire, quand on prend un peu de recul, on regarde ces chiffres, on regarde les premiers, vous êtes parmi les plus gros médias français. Oui, alors en 6 ans. Ouais, on est très heureux d'être en tête de ce classement. C'était pas gagné au départ. Ouais, non, j'imagine. Tu peux nous raconter justement un peu la genèse d'Actu, parce que voilà, c'était, je vais pas dire un truc dans un coin à un moment donné, parce que vous êtes quand même chez Publi Hebdo un peu low profile, quoi. Vous mettez pas en avant, vous faites le truc dans tu l'as dit, un peu entrepreneurial, mais c'est pas le grand show, et ça s'est construit au final, et là tu regardes et tu dis, attends, 100 millions quand même, c'est assez impressionnant. D'où c'est venu cette idée de se dire, tiens, on va rassembler tous nos titres sous une URL? C'est pas évident, parce que les gens, ils ont leurs petites habitudes dans leur bassin, tu l'as dit, on passe d'un truc presse papier, alors je dirais rural, t'avais pas l'air d'aimer, mais c'était un peu ça la PHR, à d'un coup un nouveau portail, presse gratuite, à dimension nationale.
Ouais, alors en fait, c'est un long chemin de réflexion qu'on a mené parce que un peu comme tout le monde au début, on s'est dit chaque titre va lancer son site internet. C'est ce qu'on a fait à partir de 2012-2013. On a commencé à travailler là-dessus et on s'est retrouvé avec une flottille de 77 sites. Voilà, et puis on a commencé à apprendre, à voir comment est-ce qu'il fallait qu'on fonctionne et qu'est-ce qu'on pouvait faire avec tous ces sites. Et puis assez rapidement, voilà, malgré des succès d'estime, on s'est rendu compte que ça allait pas très loin. Et qu'en tout cas, l'ambition qu'on avait de pouvoir faire un relais d'audience avec le numérique, faire un relais de croissance aussi, ça allait être compliqué sur ce modèle-là. Donc on a fait quelques tests déjà aussi avec des pure players qu'on a lancés avant de lancer Actu, donc d'abord en Normandie, en se disant est-ce qu'on est capable de lancer une nouvelle marque sur de l'information locale avec de l'information gratuite sur un territoire où on arrive et on n'est pas connu. Et on vous attend pas. Et on nous attend pas. Voilà. Et ça a plutôt bien fonctionné. Donc ensuite, on a lancé un deuxième pure player qui était sur Toulouse. Et puis est arrivée une espèce de conviction. Alors je sais pas comment on peut expliquer ça à un moment, de se dire il faut faire un portail pour rassembler l'ensemble de nos marques sur un site unique. Mais il faut le faire en créant aussi une marque nationale qui va nous permettre justement de pouvoir tracter ces contenus à un échelon supérieur et leur donner tout le potentiel d'audience qu'ils peuvent avoir. Ouais. Parce qu'on s'était rendu compte que avec nos marques locales, quand on avait toute notre flottille de petits sites, on arrivait à sortir en cumulant le tout, on arrivait à sortir des informations qui étaient très intéressantes, hein, mais on se les faisait tout de suite shipper par les grands faiseurs au niveau national et on n'exploitait pas du tout ces contenus-là, ni en termes d'audience, ni en termes de valorisation. Donc l'idée, c'était de mettre en place ce dispositif pour être plus forts tous ensemble. Voilà. Et puis, le pari, c'était ça aussi, de se dire, il faut qu'on ait un mécanisme qui fasse qu'on n'abandonne pas évidemment nos marques locales, parce que c'est très important, mais il faut qu'on aille créer une marque nationale qui nous permette d'avoir cette visibilité nationale et cette légitimité pour aller pousser des contenus au niveau national. Ouais. Donc voilà, donc on a racheté Actu, parce que Actu, je trouvais que ça avait... D'abord, c'est très signifiant. Ouais, c'est clair. Voilà. Et puis combien vous l'avez payé, Actu.fr? Je crois que c'est encore sous le sceau de la confidentialité, donc. Benoît Canteau à chaque fois. Mais on l'a pas payé excessivement cher par rapport au potentiel qu'a cette marque-là. Exactement. Je pense que tu regrettes pas chaque centime que tu as mis dans cette URL. Non. Après, ça va peut-être marcher avec une autre, mais en l'occurrence, celle-ci est très forte et marche évidemment très bien. Actu.fr, c'est, je l'ai dit, gratuit. C'est quoi le modèle économique? Tu as parlé de pub. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Quelles sont les pistes de monétisation sur un portail où on fait 100 millions de visites par mois? Alors, donc, la publicité, c'est un modèle d'audience. Alors, pourquoi on est parti là-dessus? Parce que créer une nouvelle marque, c'est quand même assez audacieux. Et l'objectif était quand même d'en faire un média de masse. Donc, on s'est dit, la seule façon d'y arriver, c'est effectivement d'aller sur un modèle gratuit. Et on s'est toujours dit qu'un jour, on passerait une partie du site en payant, le moment venu, voilà, on essaierait, on ferait des tests. Mais au départ, l'idée, c'était vraiment de pouvoir rassembler une audience très, très large. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on est parti sur le modèle gratuit. Donc, modèle d'audience, donc publicité. Donc, c'est de la publicité locale. Donc, on vend en gré à gré avec notre régie publicitaire sur les marchés locaux. Voilà. C'est de la publicité nationale. On a une représentation parisienne auprès des agences pour effectivement qu'on assume nous-mêmes, hein, pour vendre notre inventaire. C'est toute la publicité automatisée, donc avec notre service monétisation programmatique, entre autres. Voilà, sont des annonces légales, puisque le site est habilité sur pas mal de départements pour publier des annonces légales. Voilà. Et puis, depuis pas très longtemps, là, maintenant, on a aussi les droits voisins, qui sont versés par
Google et par Facebook, et des licences commerciales, donc sur Showcase et Facebook News jusqu'à l'année prochaine. À voir un peu après. Donc c'est là-dessus que on a développé des revenus, qu'on arrive à faire fonctionner la plateforme et qu'on arrive finalement à investir pour la développer. Et si je prends un peu de recul, tous ces hebdos existe encore en papier. C'est quoi aujourd'hui votre focus? Est-ce qu'il y a d'un côté le businessactu.fr et d'un côté toutes ces TPE qui doivent maintenir dans leur PNL un certain nombre d'abonnés papier? Non, clairement, votre focus, il est sur actu.fr. Comment tu t'arbitres un peu Non, alors d'abord, pour moi, le modèle économique, il est hybride aujourd'hui. Si on regarde au global sur PubliHebdo, aujourd'hui, le numérique, c'est 21% des revenus. D'accord. Actu.fr, grosso modo, représente 21% du CA de PubliHebdo. Donc c'est beaucoup par rapport à... Mais ça veut dire qu'à 79%, on est encore aujourd'hui sur un modèle qui est papier. Je l'ai dit, hein, on a beaucoup de lecteurs sur le papier. Donc voilà. Donc c'est un modèle hybride. Notre objectif, quand on a lancé Actu, c'était aussi de faire en sorte de pouvoir financer notre présence sur les territoires avec nos marques locales et notre capacité à aller faire notre travail en fait d'informateur de proximité. Parce qu'avant qu'on arrive à avoir des développements numériques, on était plutôt sur la défensive, puisque sur un modèle mainstream qui baisse avec une décroissance du papier, une décroissance de la pub locale. Voilà. Donc on était avec un risque très très fort et on commençait déjà un peu à tailler dedans, à baisser les effectifs et à réduire en fait notre représentation sur le territoire. Or, pour que ces journaux, que notre mission continue à exister sur le terrain, il faut que on puisse apporter des revenus complémentaires. Donc l'idée d'Actu, c'était de dire on doit financer notre journalisme et notre commercialisation sur les territoires, aider à financer ça en venant en soutien en fait de l'économie du papier. C'est vraiment la logique. Il faut se rappeler que nous on n'est pas dans un système capitalistique ordinaire. Hein. On est dans un groupe avec une association, loi 1901, sans but lucratif. Donc, on est plutôt engagé sur la mission qui est la nôtre en ce qui concerne PubliHebdo, l'information de proximité. Voilà. Alors, bien évidemment, il faut que pour que ça fonctionne, on soit rentable et autosuffisant. Mais donc, on était vraiment focus là-dessus. Et donc la vision qu'on a, c'est ça, c'est d'accompagner. Et aujourd'hui, l'économie d'Actu permet en marginal de venir financer à peu près un tiers de notre force rédactionnelle et commerciale sur le terrain. Ouais, quand même. Donc c'est précieux. Ouais, tu vois, le rapport 21%, mais un tiers de l'ensemble des journalistes financés par ça, c'est évidemment important. Comment ils le vivent sur le terrain? C'est quoi les convergences entre chacun de ces médias, les rédactions, le contenu d'actu.fr, le print? Est-ce que tout ça est de manière assez fluide? Comment vous faites un peu ces arbitrages? Alors, ça a été un apprentissage pour les équipes parce que c'était quelque chose d'assez nouveau. Hein. Ouais. Oui, parce que eux, c'était un grand bond dans un inconnu, quoi. Oui, et puis certains, ils n'avaient pas de site web. Et puis culturellement, quand je disais tout à l'heure, on est aussi une fédération de TPE, c'est-à-dire qu'on était organisé et la presse locale, c'est un peu ça, hein, comme des petits silos. Voilà, avec un territoire qui était juxtaposé à un autre hebdo, voilà, avec des éditeurs, des rédactions qui avaient quand même beaucoup d'autonomie aussi dans le fonctionnement et qui pilotaient leur contenu, leur commerce localement. Ouais. Et là, donc on vient en 2017 créer un projet Actu qui vient en transverse sur tout ça, quoi. Donc forcément, ça a bouleversé la culture de l'entreprise. Et il a fallu qu'on s'y adapte. Ça n'a
c'est pas fait facilement. Non, il y a un peu de chemin, un peu de... Mais la particularité, c'est que de la construction qu'on a voulu faire et qu'on essaie de tenir dans le temps, c'est qu'on veut pas une organisation en étoile. C'est-à-dire que la spécificité d'Actu, c'est que on a des journalistes qui sont sur les territoires, partout en France. Voilà. Et donc aujourd'hui, Actu, et avec toutes ces rédactions, c'est un média national, mais qui source localement les informations et qui les source sur le terrain, contrairement à la plupart des médias qui finalement font des plongées de temps en temps en région, mais les rédactions sont basées à Paris. Ouais. Et donc, ce qu'on voulait pas, c'était une organisation en étoile avec un desk central qui serait tout puissant et des rédactions asservies à ce desk-là. Donc, on a créé plutôt un réseau où les rédactions interagissent entre elles et voilà. Et donc, il a fallu mettre de la coordination dans tout ça pour que ça puisse fonctionner. Il y a une rédaction quand même. Alors, tu n'es pas centralisé parce que tu veux pas ce truc d'étoile, mais il y a un rédacteur en chef. Comment se passent un peu les arbitrages entre les papiers? Est-ce que je sais combien vous produisez d'articles par jour? Il y a un rédacteur en chef pour la partie desk, donc nationaux, international, etc. Donc, mais il y a des rédacteurs en chef pour chaque marque. Pour chaque marque, il y a son voilà. Et donc, il y a une espèce de souveraineté éditoriale qui est préservée et des échanges s'opèrent. Donc, on a mis en place des journalistes editing qui font le lien, voilà, entre les locales et le desk, qui a le rôle aussi de mettre en avant sur la home, de partager, d'aider à l'editing des papiers. On essaie de garder avec un tuning un peu fin cette organisation pour justement ne pas être dans cette centralisation, mais véritablement fonctionner en réseau. Ce qui n'est pas le plus simple. Non, j'imagine que ça doit être un peu un challenge au quotidien. Mais qui, pour des journaux locaux de proximité, est essentiel, parce que sinon, on va très très vite tomber vers quelque chose qui va être top-down et qui ne sera pas du tout adapté à notre forme de presse. Oui, et puis que vous perdrez votre âme quelque part et l'idée de départ, en tout cas. Tout à fait. Tu considères Actu comme un média national, local ou nat local quand tu dois le présenter comme ça? Nat local. Ouais, c'est une espèce de néologisme. Ouais, non, moi je dirais glocal. Alors, ouais, pourquoi pas, exactement. Mais en tout cas, voilà, c'était ce truc un peu rigolo, évidemment. Certains, après, dans la PQR, on a pas mal parlé de journalisme de solutions. Après, d'autres y voient avant tout une dimension servicielle avec une offre B2B extrêmement travaillée, granulaire. Où est-ce que tu te situes, toi, dans la mission un peu d'info d'Actu? Nous, on vient de l'information de proximité. Donc, on est vraiment sur du service de proximité en ultra local. On est très attaché à cette notion de communauté locale et donc de service à cette communauté. Donc, le leitmotiv un peu de nos médias, si on veut le résumer d'une façon un peu triviale, c'est d'essayer d'aider les gens à mieux vivre localement à travers des informations qu'on peut donner. Donc, c'est vraiment des petites mailles et c'est ça qu'on privilégie. Et puis après, évidemment, tout ça dans un ensemble, au sein d'une plateforme Actu, ça constitue un nouveau média. Voilà, des informations qui circulent, qui vont justement aller trouver de l'audience au-delà de leur territoire de création, d'origine. Donc ça donne une dimension nationale. Mais c'est un site multilocal à dimension nationale. C'est plutôt comme ça que je le définirais. C'est comme ça que tu le décris. En termes d'audience, ce sont pas les mêmes personnes qui vont sur actu.fr que les abonnés au print. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as deux bassins d'audience différents, ceux qui payent peut-être plus âgés leur hebdomadaire papier et les jeunes, plus jeunes, en tout cas, je sais pas, tu vas plus nous le dire, qui vont sur actu.fr, information gratuite, qui paieraient pas. Vous avez des infos, des datas un peu sur ces Oui. Alors la PHR, c'est pas, il faut pas être caricatural, hein, c'est pas si un lectorat si âgé que ça. Hein, je crois que la moyenne d'âge, elle doit être aux alentours de 56 ans ou quelque chose comme ça au niveau national. Donc voilà. Après, d'un côté, il y a ceux qui payent,
qui ont effectivement un journal qui est fabriqué par la rédaction avec une hiérarchie. On leur livre le journal à domicile. C'est bon, voilà. Donc c'est un autre produit. C'est une intention quand même éditoriale qui est tout à fait autre que ceux qui viennent pour aller consommer de façon morcelée quelques articles. Donc il y a du recoupement. Pas de phagocytage. Non. A priori, on s'en serait rendu compte depuis 5 ans. Oui, tu le verrais dans ton bilan. Ce qu'on voit, c'est que finalement, avec notre modèle, d'un côté payant sur le print et puis d'un autre côté gratuit sur le web, nos prints ne baissent pas plus fortement que les confrères qui sont soit payants sur le web, soit pas du tout présents sur le web. Ouais, ça c'est sûr. T'en parlais tout à l'heure que le moment venu, vous feriez du payant sur le site. Vous le testez, t'y crois? Parce que vu de l'extérieur, on va dire les choses, le modèle publicitaire, il est compliqué. Ça se voit chez vos confrères de 20 minutes. Le business est compliqué sur la pub pour toutes les raisons qu'on connaît. Et c'est pas la grande tendance du marché de faire du tout gratuit, etc. On a plutôt parlé ces dernières années des booms de l'abonnement. Alors, qui est un peu compliqué. J'ai l'impression qu'on atteint un plateau, etc. Est-ce que vous êtes en retard par rapport à ça? Vous êtes visionnaire et est-ce que vous avez testé de l'abonnement payant? Alors, je pense qu'on n'est ni en retard ni visionnaire. On a pris un chemin. Voilà. Nous, par rapport à l'exemple que tu cites, c'est pour ça que je parlais de modèle hybride tout à l'heure. Nous, on a un modèle économique aussi qui repose encore fortement sur le payant papier. Sur le payant papier. On va donc amorcer le mois prochain. On met ça en production sur le site. Sur une de nos marques, en l'occurrence sur le quotidien, la Presse de la Manche, un petit virage pour mettre en place un paywall, pour commencer à effectivement monétiser les contenus, tout en gardant comme objectif de garder une audience importante et donc d'avoir toujours un volume d'informations gratuites qui restera. Donc il y aura quoi dans l'abonnement? Je sais pas si tu peux en parler, c'est trop tôt ou pas, mais souvent ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre des services, tu vois, une newsletter, un podcast, des choses qui donnent de la valeur à l'abonnement, qui te permet quand même par ailleurs de garder ton contenu. On est en train de travailler sur tout ça. Donc on démarre avec déjà un certain nombre de contenus travaillés, des formats un petit peu plus longs. On a quand même un stock de contenu extrêmement important dans nos médias. Une newsletter, et puis après, il y aura d'autres choses qui viendront se greffer. Bon, écoute, on suivra ça. Je reviens sur le modèle gratuit. Ça me permet de faire un peu une transition. C'est le sujet numéro 1 de la rentrée des médias, c'est l'IA générative. Et je pense à ça parce que Google a annoncé aux États-Unis le lancement, tout ce qu'on appelle les SGE, je sais pas si ça te parle, les Search Generative Experience. C'est donc dans Google, quand tu poses une question dans Google, il te met un nouveau bloc qui est une réponse générée par l'IA et qui te donne la réponse à ta question. En fait, partant de ça, on peut craindre qu'en fait, ça ne te renvoie plus du tout de trafic. Dans ce cadre-là, toi, est-ce que ça t'inquiète? Comment est-ce que tu te prépares à ça ou est-ce que vous utilisez peut-être même l'IA générative chez Publi Hebdo? Alors, donc, il y a deux volets dans ta question. Il y a deux volets, donc il y a l'aspect un peu stratégique, économique, voire politique dans ta question. Évidemment. Donc là-dessus, c'est un sujet actuel. Donc nous, déjà, on a pris un certain nombre de précautions puisque, en tout cas, au moins à titre conservatoire, c'est-à-dire que depuis déjà pas mal de temps, on a mis en place des indications sur le site via le TDM pour expliquer que on ne souhaitait pas que les robots viennent crawler nos contenus. Ça, c'est votre position officielle. Vous interdisez les robots de OpenAI. On a même, pour ChatGPT, là, OpenAI, mis carrément les instructions comme il le précisait dans le fichier robot.txt pour leur dire non, on veut pas. Bon, pour autant, ça les empêche pas s'ils veulent de passer outre. C'est d'ailleurs ce que fait Bard. Encore pas plus tard que hier, je regardais sur un fait divers qui dans
passé chez vous. Qui s'est passé à côté de Toulouse samedi. Je posais la question. Donc Bard me donne tous les détails en faisant une belle synthèse finalement de ce qu'il a pu lire. Voilà, je lui demande mais quelles sont tes sources ? Et là, il me répond, donc j'ai pris ça dans Actu Toulouse, j'ai pris ça dans La Dépêche, j'ai pris ça d'ailleurs au parquet. On se demande comment est-ce qu'il a pu interroger le parquet. Non, en fait, dans un de nos articles, nous, on a interrogé le parquet, ce qui montre bien aussi les limites du truc. Bon, voilà, donc ça pose un vrai problème. Donc, nous, on a bloqué. D'abord, normalement, Bard ne devrait pas. Aujourd'hui, étant donné qu'on a bien signifié qu'on ne souhaitait pas être crawlé, donc ne devrait pas le faire. Donc il a passé outre. D'ailleurs, même dans les accords qu'on avait passés dans le cadre des droits voisins, on avait précisé que pour des nouveaux services de Google, le contrat ne s'appliquait pas. Donc c'est une position conservatoire. Je pense que ce qu'il faut, c'est qu'on arrive tous à se mettre d'accord, tous les éditeurs de contenu, pour tenir cette position, ce qui nous permettra de pouvoir discuter avec ces plateformes et essayer d'obtenir la juste rémunération pour que on soit incité à continuer à produire ce contenu. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? C'est-à-dire que si on n'a pas de valeur sur ce contenu, évidemment, on va petit à petit disparaître. Ouais. Donc, il n'y aura plus personne pour sourcer les informations. Ce qui veut dire que quoi ? Donc, l'intelligence artificielle va apprendre sur ses propres produits. Oui. Enfin bon, donc on va être dans quelque chose qui va être... L'appauvrissement. Voilà, donc une aridité et puis un risque pour l'information, pour le service, même pour la démocratie, employons les grands mots, qui est quand même assez important. Donc c'est nécessaire effectivement que on puisse se mettre en situation de pouvoir discuter, nous les petits, face à ces géants. Et donc bon, pour ça il faut qu'on ait une position commune. Ce qui est le cas entre nous déjà au niveau des sites d'information politique et générale. Donc, on est plutôt d'accord là-dessus. Donc voilà, il faut qu'on avance comme ça parce que sinon c'est véritablement un problème. Après, donc sur le deuxième volet de ta question. Alors je reviens même sur le premier. Ouais. Est-ce que dans un monde justement où les réseaux sociaux, là on a vu Facebook, je crois que la part du trafic qui vient de Facebook, alors notamment aux États-Unis vers les sites, elle a quasiment disparu. Si demain les moteurs de recherche n'envoient plus de trafic, vous c'est quoi la source de votre trafic ? Vous avez une marque assez forte où les gens spontanément de manière organique viennent sur actu.fr. T'as pas peur de dépendance qui pourrait se couper totalement demain ? Parce que en fait justement par l'IA, parce qu'ils ont les contenus, ils ne te renvoient plus de trafic. Non, mais comme la très très grande majorité des sites, on est dépendant de Google et puis des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux de moins en moins, comme tout le monde aussi. Ouais. Donc, à une certaine époque, on était à plus de 30%. Là aujourd'hui, on est peut-être à 15%, choses comme ça. Et ça va continuer à baisser. Mais voilà. Bon, après, le direct progresse. Ouais. Faut se battre là-dessus, c'est un acte important. C'est important. Voilà, on a mis en place la navigation avec la possibilité de personnaliser sa navigation sur le site en slogan. Voilà, donc on a 150 000 abonnés. On a pas mal de newsletters. On a plus d'une centaine de newsletters. Là aussi, on a plus de 150 000 abonnés. Ouais, bon, voilà. On a quand même des moyens de leur parler, de les inciter à venir sur le site. Mais c'est un chemin qui est long par rapport à ce que la puissance que représentent et Google et Facebook en apport d'audience. Ouais. Le chemin est long. Mais il faut, en tout cas, c'est un, je pense, alors ça c'est mon avis perso, mais un chemin effectivement qu'il faut prendre. Toujours sur l'IA, vous l'utilisez. Il y a des, parce que évidemment, qui dit IA dit production, diffusion à l'échelle, at scale comme on dit. Alors notamment pour la presse locale, est-ce que vous avez des projets, des expérimentations que vous faites chez Publiedo ou sur Actu utilisant de l'IA générative ? De façon très marginale pour l'instant. Voilà. On s'est mis d'accord entre nous déjà aussi pour une espèce de charte pour ce qu'on veut faire, ce qu'on veut pas faire. Donc c'est important parce que il y a quand même aujourd'hui des outils qui sont en libre service. Donc faut qu'on soit clair sur ce qu'on attend
de la part de nos journalistes dans le cadre de l'utilisation de l'IA. Donc, on a clarifié ça. Donc voilà. Et tu dis c'est quoi? C'est une charte que vous avez mis ou c'est ouais, c'est ça. On a quelle forme? Alors globalement, je reviens à ta question de tout à l'heure, c'est-à-dire tu disais mais comment vous fonctionnez tous ensemble, 400 quelques journalistes. On a écrit un projet éditorial et dans ce projet éditorial, il y a un certain nombre de volets, la charte déontologique, nos intentions, la mission, comment on veut faire, etc. L'écriture égalitaire, l'essor de l'intelligence artificielle, voilà. Donc dans ce chapitre-là, voilà, on dit ben les grands principes que aujourd'hui on veut retenir s'agissant de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Voilà, en expliquant que si on l'utilise, elle doit toujours se faire évidemment sous le contrôle humain, que ce n'est pas une source. Que jamais on considérera l'intelligence artificielle comme une source, voilà, et puis qu'après, on fait ça dans notre cadre déontologique, voilà pour l'essentiel. Donc, ce qu'on teste nous, c'est plutôt le modèle de langage. Comment est-ce que, avec l'intelligence artificielle, on peut résumer un texte correctement, le remettre d'aplomb, l'adapter à d'autres, etc. Enfin voilà, d'autres audiences. C'est ça. Donc ça, voilà, on regarde ça en petit comité pour l'instant et on n'a rien déployé. D'accord. Ça, vous testez. C'est de l'exploration. Si on prend un peu sur les perspectives futures, j'avais reçu à ce micro quelqu'un que tu dois connaître, Jean-Clément Texier, qui a invité les médias locaux à davantage de concentration justement pour rivaliser avec les nationaux, mais aussi les plateformes. Est-ce que tu penses qu'il y a encore des opportunités de concentration? Comment tu vois ce marché de la presse locale ou hebdomadaire évoluer? Je pense que les titres de PHR ou les médias locaux vont devoir se consolider. C'est compliqué quand même. Donc, quand on tout ce qu'on vient de dire là, toutes les raisons, effectivement, c'est compliqué. Voilà, quand on est nous en tout cas, l'expérience qu'on a faite, c'est dire que une transformation numérique à l'échelon hyper local. Nous, on ne voyait pas comment. Donc, du coup, je pense que la meilleure façon de pouvoir réussir quelque chose, c'est d'arriver à avancer groupé. Donc, sous quelle forme? Partenariat, consolidation avec des reprises, en dehors de Publi Hebdo ou dans Publi Hebdo, peu importe. En tout cas, je pense que effectivement, c'est un secteur qui a besoin encore de se consolider. On a la chance d'avoir quand même pas mal de médias locaux encore en France, hyper locaux. Si on compare par rapport à d'autres pays, voilà. Donc, on a vu que outre-Atlantique, que si il y avait des transformations ratées ou trop tardives, il y avait des médias qui disparaissaient jusqu'à créer de véritables déserts médiatiques. Il y a des études qui ont été menées qui montrent que là où ça s'est passé, eh bien les gens sont moins bien informés, les fake news circulent plus, les gens vont moins voter aussi. Il y a eu cette mesure-là qui a été faite. Terrible, ça, ouais. Donc il y a un enjeu démocratique qui consiste à faire en sorte de sauver ces médias locaux. Alors ils sont pas tous en perdition, parce que il y a des éditeurs, y compris des éditeurs indépendants, qui font un travail formidable et qui se battent, qui sont dans l'adversité, voilà, et qui réussissent à maintenir, voire même développer leur titre. Mais quand même sur le moyen terme, il y a une inquiétude. Ouais. Bon, écoute, si on essaie des choses peut-être plus positive, est-ce que c'est quoi les grands projets, les projets futurs de Publi Hebdo? Donc là, tu l'as dit, Presse de la Manche, vous les allez à très 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 court terme tester de l'abonnement, mais c'est quoi les grands projets que tu aimerais mettre en place? Alors, on en a un petit peu parlé, donc on a parlé de la monétisation, on développe aussi un peu l'événementiel, donc on a sur des territoires, sur nos territoires justement,
notamment sur la thématique emploi. On a fait déjà pas mal de choses avec l'organisation de nombreux job dating dans des communes plus ou moins importantes. Voilà, et on a aussi un certain nombre d'autres événements qu'on organise historiquement. Enfin bon, donc on va structurer un petit peu ça, puisque on voit qu'il y a de l'intérêt, et puis ça a du sens, un média local d'être acteur de son territoire, voilà. Donc on est là-dessus. On réfléchit. Alors là, on est plus effectivement dans du laboratoire et à chercher comment est-ce que demain l'information locale se fera sur des territoires. Ouais. Donc on a quelques convictions, quelques idées là-dessus. Donc on est en train de travailler ce sujet-là. Notamment autour des communautés privées. Ouais. Donc voilà, et puis après, on a des enjeux, de développement de la plateforme, de changement, de renouvellement de notre application, de digitalisation, de beaucoup de secteurs de l'entreprise encore, pour améliorer la productivité, l'agilité de l'entreprise. Donc effectivement, il y a tous ces projets-là qui sont devant nous. Ouais. Il y a encore du boulot. Ouais. Bon, top. Merci Francis pour ton temps. La petite dernière question, c'est est-ce que tu as un truc cool à nous partager ? Alors, comme je savais que tu allais me poser la question, j'ai un peu préparé les choses, donc je t'ai amené un petit livre que je vais t'offrir. Voilà, donc un truc cool, c'est forcément un truc de vacances, donc c'est quelque chose que j'ai lu pendant mes vacances. Ouais, c'est mais tu vas voir, c'est quand même raccord avec notre sujet. Donc c'est un polar. Ouais. Qui a été écrit par un journaliste qui s'appelle Thibaut Ress, voilà, qui en 2020 faisait partie de ceux qui avaient signé dans Society l'enquête sur Dupont de Ligonnès. Ah, la fameuse, voilà. Voilà. Donc là, il est parti aux États-Unis, dans l'Ohio, sur les traces d'une affaire irrésolue. Donc le titre du bouquin s'appelle L'inconnu de Cleveland. C'est du journalisme, mais d'enquête, d'investigation. C'est bien écrit, ça se lit facilement. Ça se lit facilement, comme un polar. Et puis ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que il y a un co-branding entre Society et 10-18 pour sortir le livre. Donc ça aussi, c'est belle initiative média. C'est une belle initiative média, voilà, qui donne de la visibilité à Society, et je trouve que c'est des choses que voilà, les médias peuvent faire. Donc en tout cas, c'est assez inspirant. Ils sont bons chez Society. Merci Francis, je lirai ça dans le train pour rentrer à Bordeaux, et je mettrai évidemment un lien vers ça. Puis, il y a un autre truc cool dont tu m'as parlé tout à l'heure, alors j'ai pas le nom, mais de ce typographe là qui a sorti une typographie en utilisant Google Maps. Ah ouais, donc on a effectivement un graphiste qui est passionné par la typo. C'est quelqu'un de chez Publi Hebdo, hein, c'est un collaborateur. Non, c'est juste un ami. Alors c'est un indépendant qui travaille avec nous. D'accord. Oui, c'est devenu un ami qui s'appelle Thibaut Aboumrad, qui a développé un petit projet personnel qui consiste effectivement à créer une typo avec des vues de Google Earth de pâtés de maison dans différentes villes dans le monde. Voilà, et où il a isolé des pâtés de maison qui forment une lettre, voilà. Et donc tu peux avoir ton prénom François avec le F de Chicago, le R de Paris, etc. quoi. Donc voilà, et c'est très joli, c'est très poétique, ouais. Et je trouve ça très sympa. Donc effectivement, je t'en ai parlé tout à l'heure. Thibaut, bah oui, ça m'a tiré l'attention. thibautaboumrad.fr, je mettrai aussi un lien. Voilà, c'était le truc rigolo. Merci pour ton accueil, François. Merci pour ton temps. C'était un vrai plaisir, Francis. On continuera de suivre l'évolution d'actu.fr. Là, vous êtes passé les 100, donc je sais pas, on se verra aux 150 millions quand vous aurez rattrapé Ouest France. On croise les doigts. Merci. Merci, et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode, et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien. Cosa Vostra.